Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens parler joueurs et joueuses de jeux de rôle. J'ai l'habitude de faire surtout des vidéos pour les meneurs ou les meneuses, mais ça reste que c'est pertinent parfois d'aller de l'autre côté de l'écran. Je n'ai pas souvent cette habitude, et on a pourtant une liste de lecture à ce sujet, et je voulais en fait trouver un thème, une idée, quelque chose à aborder concernant l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que meneur, en tant que plutôt que joueur ou joueuse, voyez le lapsus à quel point je suis habitué. En tant que joueur ou joueuse, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu c'est la partie autour de la table? Quelle astuce on peut mettre de l'avant? Et là, je réfléchissais en fait à moi en tant que joueur, comment est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me présente? Comment est-ce que je suis proactif dans la partie? Je ne suis pas le meilleur role-player, je ne suis pas la meilleure personne pour incarner un rôle, loin de là. Je ne suis pas le meilleur non plus pour, disons, approfondir un background, une historique de personnage super profond, vraiment, qui reprend vraiment sur 20 pages l'historique de quelqu'un de très complexe et de difficile à comprendre. Je suis vraiment à l'opposé de ça même. Alors, je me posais la question, à quoi est-ce que je sers? Quel est mon rôle autour de la table lorsque je ne suis pas meneur, chose qui est quand même rare? Mais je me rends compte en fait que je suis ce qu'on pourrait appeler une espèce de joueur plus backseat, une espèce de joueur siège arrière qui est là pour aider et encourager les autres. Et je trouve que c'est quelque chose qui est pertinent à aborder avec vous aujourd'hui, pertinent à développer, alors que ça fait un peu écho à une certaine pratique professionnelle que j'ai déjà eue par le passé. C'est-à-dire vraiment l'idée de comment mettre les autres sous les projecteurs en jeu de rôle. Parce que lorsqu'on parle de savoir-vivre vraiment autour d'une table, on conseille souvent de laisser la place aux autres. Tu sais, vraiment dans le strict minimum de comment est-ce qu'on joue autour d'une table, parmi les bonnes conduites qu'on peut avoir, laisser la place aux autres, c'est quelque chose de très récurrent. L'idée est juste, c'est quelque chose de très valable, mais je trouve que la formulation demeure un peu passive, parce qu'il ne suffit pas de parler moins, ou d'attendre son tour, il est aussi question de contribuer activement à rendre les autres personnages intéressants. Ça, c'est aussi le travail des autres. Et je sais que plusieurs personnes, peut-être, dans les commentaires, qui vont dire « Mais ça devient donc bien compliqué, blablabla. » Vous allez voir, je vais être un peu plus théorique dans cette vidéo, mais je trouve ça pertinent. Parce que des fois, c'est dans les détails, dans les petits détails, vraiment les petits pointus, là, les petits éléments pointus qui peuvent vraiment faire toute la différence. Et même si ça ne vous concerne pas, peut-être qu'il y a des éléments là-dedans que vous allez dire « Ah, c'est intéressant, je vais peut-être avoir une pensée pour ça la prochaine fois que je vais jouer. » Peut-être même que vous allez vous sentir concerné. Qui sait? Ce que j'espère, par-dessus tout, c'est que vous trouvez le tout vraiment pertinent et possiblement aussi intéressant. D'ailleurs, je vous encourage à tout immédiatement vous abonner si ce n'est pas fait. Immédiatement vous abonner, commenter, partager. Habituellement, je le fais à la fin, mais là, je le fais au début. C'est-tu plate, hein? C'est-tu, je vous prends-tu au dépourvu juste un peu? Fait que aussi également, on a Patreon. Si jamais ça vous intéresse, le tout est dans la description de la vidéo. Parce que mettre quelqu'un sur le projecteur, et là je fais une espèce de petite cours, je reviens sur le sujet. Mettre quelqu'un sur le projecteur, en fait, c'était pas seulement lui accorder en fait quelques minutes de temps de parole, c'est plutôt lui donner vraiment l'occasion de prendre une décision, de démontrer une compétence, de révéler quelque chose sur son personnage ou d'influencer réellement la direction de la partie. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de partager le temps de parole, mais aussi partager l'initiative, la légitimité et les conséquences. Vous allez voir, là, il y a des affaires à dire à ce sujet-là. Et on commence avec ce qu'on pourrait appeler le projecteur qui est une forme de pouvoir, donc vraiment être sous la lumière. Dans un groupe, vous l'avez peut-être déjà connu, là, c'est sûr et certain, vous avez tous déjà été à l'école, l'influence ne se répartit pas automatiquement de manière égale. Certaines personnes finissent rapidement par être perçues comme plus compétentes, plus expérimentées ou même plus aptes à prendre certaines décisions. Et les attentes, en fait, de compétences entretenues à l'égard d'une personne, bien, ça influence le poids accordé à ses interventions. Donc, quelqu'un qui a vraiment une autorité. Même si la personne n'est pas vraiment spécialiste dans le domaine, il y a des bonnes chances qu'elle ait quand même un poids conséquent si elle décide de donner son opinion sur quelque chose. Et pour le bien comme pour le mal, c'est un couteau à double tranchant. Et autour d'une table de jeu, le statut peut venir de plusieurs choses. En fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va vraiment sortir du lot? Est-ce que c'est connaître les règles, jouer avec le même meneur depuis longtemps, parler avec assurance, maîtriser l'univers ou simplement être plus à l'aise socialement? Parce que même sans le vouloir, le groupe peut alors commencer à attendre l'approbation d'une personne qui réussit à tirer son épingle du jeu avant de prendre une décision. Et c'est important d'être conscient de ça, parce que vous pourriez être cette personne-là. On prend un exemple, OK? Imaginez que les personnages découvrent une porte couverte de symboles occultes.
Et selon l'expérience de la table, il est possible que tous les participants se tournent vers le ou la joueuse qui est le plus expérimenté, même si son personnage n'a aucune connaissance particulière de la magie. Il représente une forme d'autorité un peu par défaut. Il propose une interprétation, le groupe l'accepte et la scène avance. Pourtant, une autre joueuse, admettons, incarnait un mage ou une ancienne cultiste sur le plan fictionnel, vraiment dans le jeu. C'était probablement son moment, mais son autorité de personnage a été écrasée par le statut informel d'un joueur autour de la table et non du personnage du joueur, vraiment du joueur en soi. Et c'est pas volontaire, là. Faire briller les autres, ça demande donc parfois de transférer volontairement cette autorité-là et d'être conscient que si vous êtes vous-même cette figure d'autorité, bien, vous devez être sensible à ça. Et dans la même situation, on pourrait dire que, exemple, on prend un exemple, là, on retourne sur l'exemple de la porte couverte de symboles. Là. Je pourrais essayer de comprendre les symboles, mais ton personnage, clairement, a vécu un peu plus d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce que tu reconnais ici? Cette intervention-là, juste le fait d'avoir formulé ça ainsi, ça accomplit plusieurs choses. De un, ça attire l'attention vers le second personnage, donc celui qui pourrait être plus outillé pour régler la situation. Ça rappelle sa compétence, parce que oui, elle est magicienne ou elle est une ancienne cultiste, et ça indique au groupe que sa réponse mérite d'être entendue. Les gens, le joueur expérimenté qui représente une forme d'autorité, vient simplement de tourner en soi le projecteur sur quelqu'un d'autre. Et il n'a pas gardé le silence. Il a utilisé son influence pour légitimer la participation de quelqu'un d'autre. Et ça, bien joué, c'est très cool. On continue ensuite avec ce qu'on pourrait appeler la théorie de l'autodétermination. Là, je vois les gens rouler les yeux, mais inquiétez-vous pas, c'est pas lourd. Vous allez comprendre ce que je veux dire. L'idée de tout simplement encourager quelqu'un à prendre sa place, ça passe par 3 besoins psychologiques dans cette théorie-là. La théorie de l'autodétermination, je ne vais pas commencer à vous expliquer plus en détail ce que c'est nécessairement. L'important, c'est de penser qu'il y a 3 éléments qui sont importants à prendre en considération. L'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. Les environnements, donc la table de jeu qui soutiennent ces besoins, tendent à favoriser une participation plus volontaire et une motivation de meilleure qualité. On a plus le goût de vouloir être sous les projecteurs et même aussi d'aider les autres à être sous ce dit projecteur-là. Et ces 3 besoins fournissent en soi une forme de grille très utile pour comprendre comment faire briller quelqu'un autour de la table. Et on va prendre le temps de décortiquer les 3 éléments. On commence avec soutenir l'autonomie. L'autonomie ne signifie pas que chacun fait ce qu'il veut sans tenir compte du groupe et qu'il est vraiment maître de soi et tout ça, puis il n'y a pas besoin de personne d'autre pour avancer. Ça renvoie plutôt au sentiment d'être à l'origine de ses propres décisions. Une bonne invitation, vouloir encourager quelqu'un à être autonome, ça laisse par le fait même une marge de manœuvre. Donc, par exemple, on reprend le groupe qui explore, par exemple, un souterrain, la même gang. Quelqu'un pourrait dire à un autre personnage, « Ton personnage connaît bien les souterrains. Comment voudrais-tu nous guider? » Ça, c'est une marge de manœuvre. On ouvre la porte, mais on ne donne pas de réponse, on n'oriente pas trop la réponse de la personne. Une mauvaise invitation contient déjà la décision qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire, comme tu es l'éclaireur, passe devant et vérifie les pièges. Dans le premier cas, la personne ou le personnage reçoit une autorité fictionnelle. Elle peut proposer un trajet, demander du matériel, refuser de passer devant ou d'expliquer pourquoi son personnage hésite à prendre les devants. Dans la seconde intervention, elle devient tout simplement une forme d'outil dont le groupe a besoin pour accomplir une tâche. Il est également préférable de laisser une porte de sortie aux joueurs plus discrets. Dans le fond, est-ce que ton personnage réagit à cette intervention, à cette révélation, ou est-ce qu'il garde ça pour lui pour le moment? Cette invitation-là, cette formulation-là, en fait, invite sans forcer. Mettre quelqu'un sous les projecteurs, ça ne doit pas devenir une exposition obligatoire. Deuxième point, soutenir la compétence. Un personnage paraît compétent lorsque ses connaissances, ses choix, ses aptitudes produisent vraiment une différence visible dans la fiction. Supposons, on va prendre un exemple, qu'une guerrière protège le groupe contre une créature. Une fois que le combat est terminé, tout le monde passe immédiatement à l'exploration de la pièce. Techniquement, la guerrière a été utile. Narrativement, son action risque pourtant de disparaître. Un autre personnage pourrait simplement réagir « Sans toi, cette chose m'aurait arraché la tête ». Cette phrase-là ne modifie aucune règle, mais elle reconnaît la contribution.
Elle transforme une perte de point de vie évitée en événement digne d'être retenu par les personnages. Et finalement, soutenir l'appartenance. L'appartenance vient des liens construits entre les personnages. Donc, un joueur peut recevoir beaucoup de temps de parole tout en ayant l'impression que son personnage existe dans le vide. Pour le faire réellement entrer dans la partie, les autres doivent quand même réagir à ce qu'il vit. Et ça, c'est un élément que je trouve qui est très important. Et pourtant, qui est très difficile. Et moi-même, je dois l'avouer, c'est pas quelque chose que j'ai le réflexe à avoir, je trouve en partie, alors que je suis beaucoup plus du genre, justement, même en tant que joueur, à réagir, en fait, à avoir des réactions par rapport à l'environnement qui m'entoure, plutôt qu'avoir des réactions par rapport aux actions des autres personnages. Vous allez voir. Lorsqu'un personnage révèle, en fait, que le chef ennemi de tel groupe est son frère, la scène ne devrait pas uniquement servir à transmettre une information, en fait, aux meneurs de jeu et aux autres membres aussi. Les autres personnages, ça serait logique d'avoir une réaction par rapport à ça. Être surpris, être méfiant, compréhensif, on va dire, remettre en question certaines choses. Ces réactions-là donnent une existence sociale à la révélation. Elles montrent que le passé du personnage modifie les relations présentes. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important et ça coûte pas grand-chose. L'objectif, c'est juste de se dire, la personne a partagé quelque chose, le personnage a partagé quelque chose. C'est important qu'il y ait une réaction autour du jeu, dans les gens vraiment concrets, dans la table présente, plutôt que juste via les personnages non joueurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, que j'ai vu quand même relativement assez souvent dans des parties. Un personnage va révéler quelque chose, le meneur du jeu incarne les personnages non joueurs autour qui réagissent à l'information, et le reste de la table est impassible, très neutre, réagit pas tant parce qu'ils sont tournés vers la tâche. C'est pas non plus quelque chose qui est sans faille. Il faut faire, disons, il faut en prendre et en laisser. Mais c'est intéressant et même, je trouve, pertinent d'avoir, disons, une certaine attention à ces petits détails. En conclusion de cette capsule, je vous propose quelques petites techniques concrètes, très rapides, très faciles à mettre en place, qui pourraient peut-être vous permettre ou faciliter en quelque sorte cette espèce de réflexe à vouloir encourager les autres à prendre leur place, à être sous les projecteurs. Des petites affaires vraiment rapides. On pourrait commencer en disant poser une question située. Donc, une question générale comme « Qu'est-ce que vous en pensez? » Quelque chose de très large. C'est souvent récupéré par la personne qui parle déjà le plus. Une question située donne plutôt un point d'entrée précis. Tu as grandi dans une ville portuaire. Qu'est-ce qui te semble anormal dans le comportement du capitaine? Ton personnage vient de perdre quelqu'un de la même manière. Comment reçois-tu en fait cette nouvelle? La question relie la scène à l'histoire ou aux compétences du personnage. Elle lui donne une raison particulière d'occuper le centre de l'attention. C'est tout petit, c'est un petit détail et pourtant, ça peut faire la différence. Ensuite, amplifier une idée plutôt que de la remplacer. Lorsqu'un personnage propose un plan incomplet, la tentation, le réflexe est souvent fort d'en proposer un qui est immédiatement à l'opposé ou meilleur. On peut peut-être plutôt reprendre l'idée et la lui rendre. Vraiment, juste la transformer un petit peu puis la lui redonner. Ton idée d'utiliser des conduits pourrait fonctionner. On pourrait provoquer une panne pour couvrir le bruit. Comment est-ce que tu veux qu'on organise ça? Vous avez contribué au plan. Même si son auteur, en fait, a proposé quelque chose qui était à l'origine, qui a été transformé, il en demeure qu'il est le responsable de son développement. Vous ne lui avez pas retiré l'idée au moment où elle devenait intéressante. Vous lui avez seulement proposé, en fait, la possibilité de l'approfondir. Ensuite, réagir plutôt que surenchérir. Ça aussi, j'ai vu ça assez souvent. Lorsqu'un personnage accomplit quelque chose de spectaculaire ou de surprenant, c'est pas nécessaire de produire immédiatement une action encore plus spectaculaire. Au contraire, c'est plus pertinent de réagir à l'action qui vient d'être accomplie afin de lui donner une importance. Un personnage vient de menacer le prince devant toute sa cour. Vous pourriez interrompre la scène vraiment pour faire votre propre discours puis être encore plus menaçant. Ou vous pouvez aussi tout simplement laisser un silence, observer les gardes et murmurer au groupe « Je ne pensais pas que tu irais jusque-là ». La réaction donne un poids à l'action. Elle confirme que quelque chose d'important vient de se produire. Les personnages deviennent mémorables non seulement grâce à ce qu'ils accomplissent, mais aussi parce que les autres reconnaissent la portée de leurs actes. Et ça, c'est très cool. Ensuite, réparer une interruption. Et ça, celle-là, je l'aime beaucoup parce que je trouve que les joueurs que j'ai sur Coup Critique sont vraiment bons pour ça. Ils sont bons si ce genre de situation-là arrive. C'est-à-dire, même avec de bonnes intentions, parfois ça arrive qu'on coupe la parole ou on récupère involontairement la scène. Et l'important, c'est de savoir la rendre. C'est vraiment de s'excuser. Je t'ai interrompu.
Tu disais que ton personnage voulait examiner le corps. J'ai sauté trop vite à la conclusion. Termine ton idée. On a vraiment, je trouve que les gens avec qui je joue ont quand même ce bon réflexe-là de vouloir un peu rattraper la balle. Ça peut paraître banal, mais ça communique clairement que la contribution avait une certaine valeur, même si elle a été abandonnée, même si on va dire on a eu un cheminement dans le déroulement de l'histoire. Et en véritable conclusion, un bon joueur ne cherche pas uniquement à construire un personnage intéressant, il contribue à créer les conditions qui permettent aux autres personnages de devenir intéressants eux aussi. Il remarque les compétences qui ne sont pas utilisées, il pose des questions qui ouvrent des possibilités, il réagit aux décisions importantes, il laisse parfois quelques secondes de silence, il soutient l'idée sans se l'approprier et rend le projecteur lorsqu'il l'a conservé trop longtemps. Faire briller les autres ne demande donc pas de disparaître, et ça c'est important, il ne faut pas non plus que vous vous effaciez complètement lors de votre prochaine partie. Essayez simplement ceci. Demandez sincèrement l'avis d'un autre personnage, rappelez une de ses compétences, réagissez à l'une de ses décisions et résistez une fois à l'envie de répondre immédiatement juste pour voir si quelqu'un d'autre va prendre l'initiative. Ce sont des petits gestes, mais accumulés au fil des parties, je suis persuadé que ça peut faire une différence en ce qui a trait à la cohésion autour de la table, à ce qui a trait à l'entraide, le partage du projecteur, vraiment être le centre de l'attention, la reconnaissance des acquis de tout un chacun et même à approfondir en soi les relations entre les personnages. J'en suis persuadé. Et voilà, c'était ma capsule sur plus du côté des joueurs et des joueuses, chose que je ne fais pas très souvent. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça un peu trop lourd et théoriquement plate. Si c'est bien sûr, ce n'est pas fait, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, ça ressemble à ça. Ouais. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.